notre speaker pour sa présentation. S'il te plaît, Connie, on voudrait aussi enregistrer la présentation. Je ne sais pas s'il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, donc tu as la parole. D'accord. Bonjour à tous. Merci Yannick pour l'introduction. Donc, comme Lenny l'a dit, le thème d'aujourd'hui va porter sur la chasse aux menaces. Alors, je vous partage mon écran. Si vous voyez mon écran, vous me faites signe pour que je commence la présentation. Ok, on voit l'écran. Alors, Connie, je ne sais pas si tu as tout présenté parce que l'écran est figé, en fait. Allô, Connie? On t'entend plus, hein. Tu as dû avoir un problème de connexion. Super, on va attendre un peu parce que notre speaker a eu un souci de connexion. Donc, le temps qu'il se reconnecte, on va patienter quelques minutes. Merci de votre compréhension.
Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Le speaker a un souci de connexion, donc on attend qu'on puisse se reconnecter. Désolé de l'interruption. J'avais un problème avec ma fibre. Donc, je partage mon écran. Si vous voyez mon écran, euh, revenez-moi pour que je commence la présentation. Oui, c'est bon. Ok, donc merci OK. à toute votre patience et pour votre compréhension. Oui, tu peux y aller. D'accord. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la chasse aux menaces. Dans la peau d'un chasseur de menaces, on va aujourd'hui chercher à savoir comment est-ce qu'on peut détecter un hacker avant qu'il ne frappe dans notre environnement. Donc, la méthodologie que nous avons abordée aujourd'hui, c'est une méthodologie qui est en 6 étapes. Donc, elle permet de formuler des hypothèses et puis à la fin de faire évoluer nos capacités de détection. Alors, donc, la première question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir c'est quoi déjà la chasse aux menaces. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, il faut dire que le fonctionnement classique d'un SOC, Security Operations Center, c'est qu'on dispose d'outils de centralisation d'événements. Donc, à partir de ces outils-là, on écrit des règles de détection. Donc,
Ces outils-là vont nous permettre de corréler un peu l'ensemble des événements que nous recevons au sein de notre SI. Donc, nous allons écrire des règles de détection afin de pouvoir détecter d'éventuelles attaques. Donc, ces règles de détection vont générer des alertes qui seront remontées au niveau de l'analyste et qui, lui, ensuite, va les prendre en charge. Le problème ici, c'est que au fil du temps, il faut dire que les techniques évoluent très rapidement, ce qui fait que au bout d'un certain temps, les règles que nous avons à l'instant T ne sont pas forcément adaptées, sinon ne sont pas forcément à jour des nouvelles techniques qui sont déployées au sein de enfin, dans le monde. Et donc, il se peut que pendant cette évolution, ces règles, sinon les actions que les hackers pourraient potentiellement mener sur notre SI ne soient pas vues par les règles de détection que nous avons écrites. Donc, à ce titre-là, il faudrait plus se mettre dans une démarche, je veux dire, passive, mais il faut se mettre dans une démarche active, donc proactive. Et c'est dans cette optique que la chasse aux menaces est intervenue. Donc, elle nous permettra ici de détecter et puis de mener des investigations, des activités malveillantes au sein en l'absence de tout signe d'attaque. Donc, cette activité-là, on poursuit, on va dire, trois piliers essentiels. Le premier, c'est la proactivité. Donc, comme je l'ai dit, on attend que des alertes nous soient générées par nos outils de détection. Mais on se met dans une recherche proactive, donc ciblée et qui est indépendante de toute alerte préexistante. Ensuite, cette analyse, elle est aussi pilotée par un analyste. Donc, ça peut être une équipe, mais à sa tête, un analyste qui va lui exploiter les renseignements sur les menaces et regarder un peu tout ce qu'il y a comme activité sur le cyberespace afin d'adapter faites les recherches. Et aussi, elle ne réagit pas à un événement, mais elle anticipe. Donc, on n'attend plus l'alerte de nos outils de sécurité, mais on émet des hypothèses et on se dit que on va à la recherche de ces différentes menaces-là. Alors, le soutien indispensable de la chasse aux menaces, c'est l'ingénierie de détection. L'ingénierie de détection, pourquoi? Parce que, en fait, à la fin de cette activité, on découvrira, sinon on confirmera soit les hypothèses qu'on a ou on les infirmera. Et donc, euh, à la fin, on pourra remettre à jour nos règles de détection. L'objectif, c'est de détecter l'inconnu et de réduire le risque d'exposition, sinon d'incident au sein de notre entreprise. Alors, au-delà de ça, il faut dire que la recherche aux menaces a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que on a une visibilité renforcée. On a une meilleure compréhension de l'environnement parce qu'on va explorer des pistes peut-être jamais explorées auparavant. Ensuite, elle nous permettra aussi de détecter les dérives, c'est-à-dire des erreurs de configuration ou même encore des violations de politique. Parce que, en fait, dans la recherche aux menaces, on va dans une exploration. C'est des choses au fur et à mesure de l'analyse que nous allons explorer, que nous allons découvrir. Ensuite, il y a aussi la montée en compétences. Parce que cette activité permettra aux équipes de monter en compétences, de découvrir de nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles requêtes, et ainsi de suite. Et aussi, il y a la réduction du risque. Parce que, comme je l'ai dit, on se met dans l'hypothèse selon laquelle il y a une attaque qui est en cours. Donc, vu qu'on va dans une démarche proactive, on réduit bien entendu le temps de, 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 de réponse et puis on réduit aussi le temps que l'attaquant pourrait avoir pour mener à bien sa mission. Alors, cette méthodologie-là, elle s'étend sur 6 étapes, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, la méthodologie est celle de Mitre, qui part de la caractérisation de la menace jusqu'à la détection. La première étape consiste à caractériser l'activité malveillante. La caractérisation de l'activité malveillante, en fait, il va s'agir ici de définir les comportements adverses. On va se référer à nos sources de renseignements, voir un peu quelles sont les différentes tactiques ou techniques
qui sont utilisés dans le monde et les adapter, bien entendu, à notre environnement. Une fois que nous avons caractérisé l'activité malveillante, on va ensuite élaborer les hypothèses et des analyses. Donc, on va créer des hypothèses. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut que ces hypothèses soient assez précises donc pour être étayées ou pour être réfutées. Donc, il faut que les hypothèses soient vérifiables. Ensuite, on va définir les besoins en données. Donc, euh, ici, on peut émettre des hypothèses, mais bon, pour ceux qui sont familiers de l'environnement, très souvent, on peut avoir une vue peut-être à 80% de notre SI. Et donc, l'importance de définir les besoins donnés va nous permettre de savoir est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux menaces que nous avons identifiées, aux cyberattaquants que nous avons identifiés et par rapport à l'hypothèse que nous émettons, est-ce qu'aujourd'hui, les données dont nous disposons nous permettent de pouvoir faire la détection? Sinon, on va passer à la collecte des données et à rassembler les données nécessaires pour faire notre analyse. Ensuite, on va mettre en œuvre ces analyses-là. Donc, on va les traduire en besoins fonctionnels. Et à la sixième étape, maintenant, on va identifier les menaces, on va identifier, pardon, les menaces. Euh, ensuite, donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans la première étape, c'est de caractériser la menace. Donc, pour caractériser la menace, il faudrait d'abord définir un modèle d'activité malveillante. Donc, de quoi il s'agit aujourd'hui? Le modèle d'activité, on se dit par exemple que nous sommes dans une entreprise qui travaille dans le cacao et donc il y a plusieurs cyberattaquants qui pourraient cibler typiquement les entreprises qui exercent dans ce domaine-là. Donc, développer un modèle d'activité malveillante va consister à faire une cartographie, soit faire du renseignement sur les types d'attaquants qui ciblent ces entreprises qui sont dans le cacao. Donc, pour ce faire, on va se référer à plusieurs sources. Donc, on va faire des losings. On va peut-être aussi se référer à des données d'incidents internes. Si jamais auparavant, il y a déjà eu des incidents internes, on va aussi faire appel à des flux de renseignements sur les menaces, comme les plateformes NISP. Et à la fin, donc, il faudra prioriser les techniques, les tactiques et les procédures qui sont répandues sur plusieurs groupes et qui sont détectables avec les données disponibles ou critiques en début de chaîne d'attaque. Donc, en fait, c'est un modèle qui est vivant parce que c'est un site d'amélioration continue. Parce que la recherche, le renseignement, elle n'est pas fixe, mais elle est proactive, elle est itérative. Donc, on parle de la collecte, on parle de la priorisation des techniques, tactiques et des procédures. Après, on passe à la cartographie. Et on met à jour le modèle au fur et à mesure que les différentes attaques évoluent. Et donc, il y a quelques éléments qu'il faut prioriser dans cette étape. Et donc, les éléments à prioriser sont basés sur quatre critères. Le premier critère, c'est déjà la couverture montante. Donc, il faudrait s'assurer qu'aujourd'hui, on puisse avoir une cartographie de la couverture existante et commencer par les zones non couvertes. C'est comme je l'ai dit tantôt, dans un environnement, généralement, dans l'environnement, on n'a pas forcément 100% de visibilité. Et donc, les éléments où on n'a pas de visibilité sont les zones dans lesquelles on est moins susceptible de détecter des attaques. Donc, il est très important de pouvoir commencer par ces zones. Ensuite, il faudrait aussi étudier les techniques récurrentes et nouvellement observées. Et surtout, il faut rester vigilant face au biais de la sélection. Pour les biais, on en parlera un peu plus tard dans la suite de la présentation. Aussi, il faut prioriser les attaques dont la réussite aurait des conséquences majeures pour l'organisation. C'est important parce que ça nous permet d'avoir une réelle plus-value dans cette activité de chasse aux menaces. Et ensuite, il faut s'appuyer déjà sur des travaux déjà publiés, comme les points de référence, mais bon, pas comme des guides. En fait, s'appuyer sur les rapports déjà préexistants va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les techniques qui sont utilisées, mais aussi une vue d'ensemble sur comment est-ce qu'on pourrait détecter euh, ces activités. Pour cette première partie-là, on va passer par un lab. Le lab, je vous mets un peu dans le contexte.
c'est qu'aujourd'hui, on a une entreprise fictive qui est Ivoire Mining Corporation, qui est une entreprise minière ivoirienne, qui est spécialisée dans l'exploration, l'extraction et puis l'exploitation de l'or. Donc, au cours des derniers mois, il y a plusieurs entreprises minières en Afrique et dans le monde qui ont été victimes de cyberattaques qui ont entraîné des vols de données, des interruptions de production et des déploiements de ransomware. Donc, aujourd'hui, la DSSI cette entreprise-là souhaite évaluer la capacité du SOC à détecter les techniques qui sont utilisées par ces groupes pour cibler notre secteur. Donc, aujourd'hui, au lieu de mener un audit uniquement sur les outils de sécurité déployés, parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, les, les outils de sécurité vont détecter que ce qu'elles voient, mais pas ce qu'elles ne voient pas. Donc, l'équipe décide d'utiliser la matrice MitraTac et Mitre Navigator pour mesurer la couverture des capacités de détection face aux tactiques techniques et procédures des cyberattaquants. Et donc, pour cet exercice-là, on a choisi le groupe APT41, qui est un groupe de cyberattaquants qui cible les entreprises de ce genre. Donc, pour commencer, donc comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec le Mitre Navigator, mais déjà, c'est un outil qui nous permet d'avoir des renseignements sur les tactiques et les techniques qui sont utilisées par les cyberattaquants. Et en fonction de ça, ça nous permettra d'affiner notre posture de défense. La première étape va consister déjà à faire la cartographie, comme je l'ai présenté dans les slides précédentes, des cyberattaquants. Donc, on va créer déjà une première couche, choisir la version, on va choisir la version 11. Le domaine, c'est dans le cas d'une entreprise, on veut choisir l'entreprise. Donc, les achats, voilà. OK. Donc là, on a une vue d'ensemble sur la matrice, une autre attaque. Donc, dans les colonnes, on a les tactiques. À l'intérieur, on a les techniques et on a les sous-techniques qui sont associées. Donc, comme je l'ai dit, ça nous permet de faire une cartographie des différentes techniques qui sont utilisées par les attaquants. Donc, la première des choses, dans le lab, on a identifié, ça c'est un travail préalable qui a été fait. On a fait de la recherche pour savoir quels sont les cyberattaquants qui ciblent les entreprises qui travaillent dans le domaine des mines. Donc, on a identifié APT41. Maintenant, on va essayer de se renseigner sur les techniques qui s'utilisent pour pouvoir s'introduire dans les systèmes. Donc, déjà, on va faire un premier filtre ici. On va taper le nom APT41. Donc, vous voyez que ici, il y a déjà le groupe qui a été reconnu. Donc, lui, on va le sélectionner. Donc, la sélection du groupe va mettre en évidence, vous voyez ici, il y a des classes qui sont mises en évidence ici. Ensuite, une fois le groupe sélectionné, on va aussi choisir les plateformes qui sont dans notre environnement, donc qui pourraient potentiellement être attaquées. Donc, on va aller sur des choses, des éléments un peu plus simples. On va éliminer tout ce qui est cloud, container, voilà, et puis se limiter que face à ces éléments. Une fois que ça c'est fait, ça va réduire un peu les différentes techniques parce que c'est un périmètre qu'on exclut. Une fois que ça c'est fait, on va venir attribuer des scores aux différentes techniques. Par défaut, les scores les plus bas sont en rouge, donc c'est les moins susceptibles d'être impactants. Après, on va corriger tout ça. Et donc, une fois que ça c'est fait, on a une vue d'ensemble sur les différentes techniques qui pourraient être utilisées dans les différentes étapes de compromission je vous présente dans cette phase de la cyber question.
on a une vue déjà par rapport aux techniques qui sont utilisées par ce groupe d'attaquants. Ensuite, on va renommer cette, on va l'appeler APT. Bien. Ça, c'est un premier travail qui est fait d'identification du premier groupe. On va faire la même chose avec un second groupe. On va rechercher. On pourrait, par exemple, faire appel au LLM qui pourront nous aider dans le renseignement sur les menaces. Donc, je peux donner un peu de contexte pour dire, par exemple, euh, euh, on nous donne les premiers éléments, donc il y a APT 41 qui avait déjà été identifié, il y a d'autres. Donc, ce premier-là, faire la même chose, on crée une deuxième couche, on reprend les mêmes étapes de création de la couche. Aussi, on revient chercher le groupe. Donc, il y a ce groupe-là, on va sélectionner aussi. Parce que on peut, yeah. Bon, comme celui-là, il n'a pas de technique, il n'y a pas beaucoup d'éléments, on va prendre un autre sur lequel il y a beaucoup plus d'éléments. On va répéter 28. Select. Et c'est encore mieux. Donc, on reprend les mêmes étapes. On va essayer de filtrer par rapport aux éléments qui sont présents dans notre STS. Si on suppose qu'on n'a pas d'environnement, de conteneur, etc. On va suivre des choses simples. Ensuite, on va attribuer un score à ces éléments-là. Donc, n'importe quoi, 50. Ensuite, je reviens pour le nommer affecté 28. Donc, une fois que ces deux groupes, on suppose que dans nos renseignements, c'est ces deux groupes-là qui ciblent des entreprises comme la nôtre. Et donc, maintenant qu'on a cette cartographie, on va essayer de les regrouper, de regrouper ces techniques-là sur une seule couche. Donc, créer, choisir avec, donc, ce qu'on a fait les deux couches APT 41, APT 28. Donc, on fait la somme de ces deux groupes-là pour avoir la nouvelle couche. Ensuite, on peut créer. Donc là, on a une cartographie de l'ensemble des techniques, des tactiques et des procédures qui sont utilisées par les cyberattaquants qui ciblent les entreprises minières. Donc, on va essayer d'arranger tout ça. La première chose, déjà, c'est que, donc, comme je le disais par défaut, les techniques en rouge sont celles qui ont des impacts faibles. Donc, plus le score est faible, ça sera en rouge. Le plus le score est élevé, ça sera en vert ou en couleur un peu plus clair. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer d'inverser ça. On va passer voilà, l'étendue. Voilà. Donc, ici, on a une vue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé. Donc, maintenant, les couleurs en rouge
sont celles qui ont un fort impact et celles en vert sont celles qui en ont moins. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une vue sur les techniques qui sont utilisées par les cyberattaquants, les entreprises comme la nôtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les matcher aux sources de données que nous avons en notre sein. Donc, on va faire une nouvelle couche. C'est la même data. On va l'appeler data source. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher plusieurs éléments. Si je tape par exemple network, parce qu'on a une couverture, parce qu'on a une vue sur notre réseau, donc on vient ici dans la partie component. Donc on choisit tous les éléments qui sont liés au réseau. Ensuite, on peut, je dis que dans notre entreprise, il y a Active Directory aussi. Donc, on vient, on choisit Active Directory. À la partie component, on choisit aussi tous les éléments qui ont après Active Directory. On peut se limiter à ça. Et si on veut, on peut augmenter. Euh, on peut augmenter à d'autres périmètres comme process, etc. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Si vous voulez, euh, process. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait ajouter comme source de données. Donc, si on refait la même étape, qui est d'attribuer un score, euh, ok, ok. Ensuite, on va filtrer. On ne laisser que les éléments qui sont dans notre environnement. Voilà. Et donc, enfin, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient de cartographier toutes les sources de log, donc toutes les sources d'événements que nous avons, dont nous disposons dans notre environnement. À gauche, ici, on a les techniques qui sont utilisées par les cyberattaquants pour compromettre nos systèmes. Ici, on a la vue complète sur l'ensemble des sources de log dont nous avons pour mener des détections. La prochaine étape, c'est de se dire, bon, OK, nous disposons de ces deux éléments. On va voir maintenant, est-ce que les données dont nous disposons nous permettent de pouvoir détecter les attaques menées par ces groupes-là. On va faire une nouvelle couche. On va baser sur les couches précédentes. Là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette couche-là. La couche C sera la formule plus la couche D. Exposant, ouais, 10. On crée la nouvelle couche. Et donc là, on a un mapping des sources de log dont nous disposons avec les sources de log. On va essayer d'arranger un peu ça pour rendre ça beaucoup plus visible. Donc, comme je l'ai dit, je filtre sur nous permettra d'avoir une vue sur, donc en rouge, ça sera les techniques qui sont les plus, qui ont plus d'impact et en vert, les techniques qui ont moins d'impact.
c'est de ranger ça. Et donc, nous voilà. En résumé, ce qu'on voit ici, c'est que vous voyez les scores et le calcul qui a été fait en amont. Et donc, on a des scores qui sont négatifs. Donc, pour les scores négatifs, c'est les éléments dont on va dire qu'on a une bonne couverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un cyberattaquant qui utilise des techniques comme euh, external remove service, on a un score négatif. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre environnement, on est capable de les détecter convenablement. Mais ceux qui sont en rouge, ce sont les éléments pour lesquels il va falloir avoir un point d'attention parce qu'ils sont critiques et c'est des éléments sur lesquels on n'a pas forcément une bonne vue. Après, ça peut paraître un peu complexe d'interpréter ces résultats-là. Et donc, vous pouvez aussi les télécharger en plusieurs formats, que ce soit en format Excel ou en format SVG pour les sauvegarder sur votre environnement. Et vous pouvez toujours aussi utiliser les LLM pour vous permettre d'interpréter davantage ces, ces éléments. Donc, pour ce premier lab, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, allô? Bon, moi, j'ai des questions, hein. Je sais pas, mais D'accord. déjà, on va laisser la parole aux autres déjà pour vous poser des OK. questions. OK, Alors, d'accord. Hakmi, vas-y. Ok, bonjour à tous. Merci, Connie, pour ta parfaite présentation. Par contre, j'ai une toute petite question au niveau de tes sources de données. Vu que tu as dit tout à l'heure que ceux qui sont en vert, on a des scores un peu négatifs, donc ça veut dire qu'on a un beau taux de couverture. Mais Hein? ces sources de données, c'est uniquement que des actifs, parce que j'avais vu, tu as choisi Active Directory, où on a des règles où on dit, bon, on a un beau taux de couverture vu qu'on a implémenté tel rôle, où c'est basé uniquement que sur des assets, des actifs. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Je demande sur les sources de données, le matching que Mhm. tu as fait entre tes sources de données et puis les différentes tactiques techniques des APT. Mhm. Ces sources de données, elles sont basées que sur des actifs, des assets, c'est-à-dire tu n'as listé que Active Directory, tout ce que vous avez dans votre SI, ou ça rajoute aussi des use cases et consorts. En fait, c'est fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Il y a des entreprises où ils n'ont pas de service cloud. Il y a des entreprises où il n'y a même pas Active Directory. Donc, en fonction des éléments des actifs qui se trouvent dans ton environnement, tu choisis. Donc, si par exemple chez vous, il y a cloud, tu pourras choisir les sources de données qui sont relatives au cloud. S'il n'y en a pas, on se va les extraire. Mais dans les faits, il a choisi quelques-uns juste pour le lab. Mais sinon, dans une entreprise réelle, il y a beaucoup plus de sources de données que tu pourrais ajouter pour pouvoir avoir un mapping beaucoup plus complet. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, du coup, on n'a pas la possibilité de rajouter, par exemple, nos catalogues de règles pour pouvoir faire le matching pour dire, bon, on a ce catalogue de règles-là, donc on couvre tel périmètre en termes de risque. C'est uniquement que des actifs, en fait. Non, non, non. En fait, ça, c'est après pour les règles. Parce que ce qu'on fait généralement, avant même d'arriver à l'écriture des règles, c'est que on fait une cartographie. C'est dire, voici les techniques, voici les tactiques, voici les procédures qui sont utilisées. Et donc, en fonction de ces techniques-là, plusieurs règles peuvent en déboucher. Parce que même après, quand tu as tes règles, il y a un catalogue de use case où il y a tous ces éléments, tu vas voir qu'il y a la tactique, et puis il y a le nom de la règle. Donc, même par rapport à une technique ou une tactique, tu peux avoir plusieurs règles qui sont à développer. Donc, ici même, on n'arrive même pas encore au niveau des règles, mais on est encore dans la phase où on se dit, est-ce qu'on a une vue claire, on a l'ensemble, on a ce qu'il faut pour détecter tel type de technique ou de tactique. Tu vois, maintenant, une fois on se dit que oui, on a les éléments qu'il faut pour les détecter, à la fin, on va se dire, bon, d'accord, comment est-ce qu'on les détecte? Maintenant, donc, comment est-ce qu'on les détecte? C'est là maintenant qu'on va commencer à écrire de nouvelles règles. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, Espère.
C'est pourquoi dans l'une des premières slides, je disais que l'un des éléments indispensables pour la chasse aux menaces, c'est la détection engineering. Parce que c'est dans la détection engineering qu'on va commencer maintenant à écrire de nouvelles règles, à les tester, et puis à voir est-ce qu'on arrive à détecter de nouvelles choses. Donc, Ok, c'est top. Merci beaucoup. oui, j'ai compris. Tu as d'autres Ok, questions? les autres, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et puis poser votre question. Ok, d'ici là, moi, j'avais une petite question. Mhm. On a supposé que c'était le groupe AP41, non, APT si je me trompe pas. 41, oui, APT 41 et 41. APT 28. Oui. Ok. Et si au départ, on ne sait pas, c'est. Est-ce qu'on peut aller d'une hypothèse où on suppose que l'attaquant n'est pas dans un groupe, au fait? C'est quelqu'un qui est solitaire comme ça, qui attaque peut-être à la structure. Euh, euh, on peut aller sur cette base-là. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que généralement, il y a pour les nouvelles attaques, il n'y a pas vraiment de documentation. Donc, si on n'a pas de vue sur les techniques qui sont utilisées, c'est difficile. Bon, après, même, on verra encore dans les exemples sur les hypothèses, c'est difficile de pouvoir détecter, vu que c'est pas encore documenté. Mais Mhm. au cours de l'évolution des, des différentes menaces, des différentes techniques qui sont utilisées pour attaquer les systèmes, il y a des comportements qui sont plus ou moins invariants. Donc, il y a un socle, et puis après, il y a des variations autour. Donc, même si, par exemple, on se dit qu'il y a un nouveau groupe qui n'est pas connu, mais on se dit que pour les entreprises, bon, on verra ça, c'est un peu présenté en bas, mais on se dit que pour les entreprises qui, euh, qui répondent à certains critères, il y a généralement des bases de schéma qui sont utilisées pour les attaquer. Donc, si par exemple aujourd'hui il y a un nouveau groupe qui a sévi, on va essayer d'avoir les éléments sur lui. Et si ces éléments ne sont pas suffisants, on va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui se rapprochent plus ou moins de ce nouveau groupe-là. Donc, à partir de là, on va maintenant faire notre cartographie et puis poursuivre notre enquête. Ok, je vois. Maintenant, je vois aussi que tu as choisi la version 11. Pourquoi la Mhm. version 11? Pourquoi pas une autre version un peu plus en bas ou un peu plus supérieure? Non, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Après, tu peux choisir la version que tu veux en fonction de l'évolution. En fait, pour le lab, j'ai juste choisi la version. Moi, le truc, je préparais le lab. Donc, Mhm. la seule chose qu'on demande, c'est de choisir la même version pour les les différentes touches qu'on fait. Ok. Ok, bon, ma dernière question. J'ai vu que pour le score, au départ, tu as mis 10 au fait. Maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre 10? Ou bien il y a une règle qui fait qu'il faut qu'on prenne 10 au fait? En fonction de l'impact potentiel en fonction de l'impact que l'attaque, sinon la technique pourrait avoir sur ton SI. Mais généralement, au départ, quand tu vas faire tes renseignements, tu vas voir par exemple qu'il y a tel groupe, parce que les groupes ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes expertises, ils n'ont pas les mêmes capacités, tout ça. Et donc, tu verras par exemple qu'il y a un groupe qui est un peu plus, on va dire, un peu plus performant qu'un autre. Donc, en fonction des éléments que tu vas recueillir dans tes renseignements, tu vas attribuer des scores aux différents groupes et puis à leur technique. Maintenant, à la fin, en fonction des formules que j'ai définies là, il y a le calcul qui va se faire par derrière pour pouvoir maintenant avoir les vrais scores. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est bon, je vois. Je vois. Ok, merci pour ta réponse. Donc, les autres, sinon, je pense qu'il va continuer la présentation. S'il vous plaît, j'ai une question. Bonjour tout le monde. Genre, Donc, bonjour, Jérémy. Tout d'abord, merci beaucoup à l'expert Tony Quignon pour sa présentation que je trouve
très inspirante et enrichissante, surtout au niveau de cette aisance qu'on pourra avoir à naviguer avec l'outil que propose le Mitre Attack, le Navigator. Mais en fait, toujours dans le sens du score, au fait, j'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a un score minimal? Est-ce qu'il y a un score maximal pour vraiment avoir une idée de la criticité, par exemple, d'une tactique, on va dire, des différentes techniques qui sont proposées au niveau de la matrice? Est-ce que, par exemple, on pourrait faire une priorisation, peut-être dire que de 0 à 10, on considère que on a affaire à un score qui n'est pas très élevé, de 10 à 20, ainsi de suite. Est-ce que je pourrais avoir quelques éclaircissements à ce niveau-là? Et puis aussi, toujours dans le sens, excusez-moi, je vais poser une deuxième question en même temps. Je voulais savoir, est-ce que, parce que là, c'est vrai, on a une idée des différentes attaques et en fonction de ça, on va réfléchir aux différentes règles qu'on pourrait mettre en place au niveau de notre SIEM et tout. Mais concrètement, est-ce que vous prévoyez, par exemple, des techniques qui vont permettre, on va dire, une réponse, une prévention de façon automatisée pour ne pas que, par exemple, les analystes soient soumis à certaines difficultés telles que, comme la fatigue des alertes. Parce que souvent, lorsqu'il y a un grand nombre d'alertes qui sont remontées au niveau du SIEM, il y a certaines qui présentent des faux positifs, il y a certaines qui sont pertinentes. Comment faire le tri, quoi? Donc, est-ce que la suite, ou bien au niveau peut-être des recommandations et tout, il y a des conseils qui pourraient être donnés dans ce sens-là? Voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de me rappeler. Tu vas parler du score minimal et puis le score maximal. Donc, Exactement, c'est ça. ça dépend de l'échelle que tu définis. Mais Allô? Excusez-moi, je n'entends pas. Oui, moi, je n'entends plus. Allô, Paul? Je sais pas si tu es encore avec nous. Déjà, je pense que c'est un problème de connexion. Ouais. Oui, bien sûr. On dirait, si tu me permets, moi, je voulais apporter un élément de réponse à Diamant, le temps que l'expert aussi vienne nous donner aussi d'autres éléments aussi. Ok, vas-y, vas-y. Alors, peut-être je me présente Emmanuel Eouman, consultant senior cybersécurité, spécialisé dans la gouvernance. Alors, Diamant, peut-être un point aussi que tu peux prendre en compte, c'est que si tu es dans une entreprise un peu plus, je vais dire, formalisée, formelle plutôt, qui a beaucoup de process bien définis, alors tu peux capitaliser sur le système de contrôle interne de l'entreprise. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce que, bien entendu, l'expert a dit, l'analyse de risque qui va, bien entendu, sortir comme livrable ce qu'on appelle la cartographie des risques. Donc, c'est l'ensemble des risques auxquels l'entreprise, je vais dire, que l'entreprise a détecté par rapport à ses processus internes. Et sur cette base, elle va donner une criticité et des cotations. Des cotations en termes de, je vais dire, vraisemblance et aussi des cotations en termes d'impact. Donc, aujourd'hui, tu peux te baser sur cette cartographie des risques pour dire, par exemple, pour faire factuel, on est une entreprise de minière, on a des recettes
pour lesquels aujourd'hui l'exfiltration des données serait élevée pour nous. Donc, tu vas voir par exemple que dans ce cas-là, l'exfiltration des données pourra avoir une criticité élevée et la probabilité, par exemple, que ça se passe pourrait être à 4. Donc, toi, ces indicateurs peuvent te permettre, en tant qu'analyste SOC, de pouvoir avoir une idée de base sur comment faire toi-même ta propre, je vais dire, ta propre échelle, ton échelle plutôt, ton propre échelle par rapport, je vais dire, à l'outil que l'expert Quignon nous a montré. Donc, c'est de ne pas forcément partir de zéro. Si tu peux déjà prospecter pour t'assurer que tu as déjà ces éléments-là en interne, ça sera de collaborer avec aussi les autres entités de contrôle de l'entreprise. Maintenant, si tu n'en as pas, là, tu seras obligé maintenant de te rabattre sur des sources, bien entendu, aux INT, enfin, les sources ouvertes en ligne. Donc, peut-être est-ce que moi, je voulais juste apporter. L'expert aussi pourra, s'il revient aussi, donner plus d'informations. Je ne sais pas si D'accord, Diamant, merci beaucoup. ça te permet déjà d'avoir des avis sur ça. Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette réponse. Bon, j'aimerais quand même reformuler, on va dire, ma Mhm. compréhension Vas-y. on va dire, de cette information. C'est que, au final, je pense que ça va dépendre des processus qu'on a en interne, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, mais c'est aussi soumis à l'appréciation de l'expert, si j'ai bien compris. Oui, il y a deux choses. Parce que comme l'expert a dit, vous avez vu il a fait une classification pour savoir par rapport à ses assets dans son entreprise, qu'est-ce qui est applicable. Vous allez voir que si on est dans une entreprise, il n'y a pas de cloud, tu vas pas cocher le cloud, tu vas pas cocher les services cloud. Mais en même temps, ça Mhm, revient aussi à la cartographie. Comme j'ai dit, si tu es dans une entreprise où il n'y a pas de cartographie des risques, s'il y en a même, tu vas voir que dans la cartographie, si on ne fait pas du cloud, il n'y aura pas de risques basés sur le cloud. Donc, l'idée même, si tu veux, l'idée que moi je mets en avant ici, c'est de dire, alors on est dans une entreprise, on travaille tous ensemble. Il ne faudrait pas que l'analyse SOC, sinon même le SOC, soit un peu trop isolé, parce qu'elle a des éléments aussi sur lesquels elle peut se baser. Mais si tu veux, la réalité est que dans les fonctions, le SOC est un peu isolé parce que c'est très sensible, alors que elle gagnerait aussi mieux à capitaliser sur d'autres process, comme par exemple le contrôle interne, tu vois. Donc ça peut te permettre aujourd'hui d'avoir un gain de compétences, enfin un gain de temps que tu allais prendre pour venir toi-même chercher à avoir une expertise pour qualifier, enfin apporter une criticité à je vais dire, à ta menace en question, alors que tu as déjà un travail qui a été fait, mais d'une autre entité, d'un autre service qui est, je vais dire, qui a une qualification aussi sur ce point-là. Donc, c'est de ne pas mhm, vraiment trop rester dans son coin pour ça, quoi. mhm. D'accord. Parce que, bon, au fait, vu que très souvent, comme tu l'as dit, au niveau de l'impact, de la vraisemblance on va dire, de la menace, très souvent, on a tendance à accorder de façon quantifiable des valeurs. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais avoir une idée. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que si on obtient un score de criticité entre, je dis n'importe quoi, entre 0 et 2, mais par contre, c'est la base selon laquelle les valeurs oscillent exactement entre 0 et 5. Donc, si on est entre 0 et 2, par exemple, là, le score est, on va dire, il est faible. Entre 2 et 3, par exemple, il est moyen. Entre 3 et 4, euh, c'est un score qui est élevé. Entre 4 et 5, c'est un score qui est critique. On va dire, c'est plus dans ce sens-là que je voulais voir les choses, quoi. Mais bon, avec ce que vous m'avez dit, c'est très pertinent aussi parce que la plupart du temps, c'est pas des choses sur lesquelles les analyses se reposent parce que avec le RSSI, par exemple, et l'équipe chargée on va dire, de la sécurité organisationnelle, ces différents travaux-là sont effectués à leur niveau. Donc, on a tendance très souvent à se baser sur leur cartographie des risques, leur identification des actifs critiques et tout, pour vraiment se concentrer sur, on va dire, les assets qui sont importants, quoi. Et aussi au niveau des différentes menaces, afin d'éviter qu'elles puissent arriver à leur terme.
C'est un peu ça comme ma préoccupation. C'était plus ça. Mais merci pour, cette réponse. En tout cas, c'est assez clair pour moi. Merci. Donc, c'est bon, ils ont répondu à la question. Il y a Emmanuel Humon qui D'accord. nous a assisté. Ok. Bon, on l'a donné une réponse, oui. C'est intéressant. Maintenant, bon, je me disais que peut-être vous aviez d'autres éléments. Oui, pour la première question qui concernait la pondération, c'est ça, non? Et puis la valeur minimale et puis maximale. Donc, en fait, comme je l'ai dit là, C'est ça. il y a pas. En fait, ça dépend de l'échelle que tu définis. Tu pourrais te dire que tu choisis une échelle qui va de 0 à 10. Donc, dans l'échelle de 0 à 10, 0, c'est pour la visibilité, on va dire, faible. Et puis, 10, c'est pour une bonne visibilité. Et donc, en fonction de l'échelle que tu définis, tu donnes les pondérations. Ça va de faible à critique, de 0 à 10. Tu peux aussi définir une échelle qui va de 10 à 100. Donc, vraiment, ça dépend de l'échelle que tu définis. Mais à la fin, comme dans tout le déroulé de ma présentation, à la fin, il va falloir maintenant interpréter avec les formules et tout ça. Donc, au final, peu importe l'échelle que tu utilises, tu auras quasiment les mêmes résultats. Parce que de toutes les façons, c'est juste la pondération, les valeurs qui vont changer. Mais l'interprétation sera la même. Que je prenne une échelle de 0 à 10, que je prenne une échelle de 10 à 100. Je ne sais pas si c'est bon, c'est D'accord, clair. c'est très clair. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Parce que s'il n'y a pas d'autres questions. Tu avais une deuxième question ou c'est bon? Oui, oui, par rapport, on va dire, dans la pratique, aux différentes actions qui pourraient être mises en place. Par exemple, Mhm. certaines configurations au niveau du CIEM, l'utilisation d'un SOA, ces genres d'outils-là, quoi, pour éviter que, on va dire, avec la charge de travail à laquelle les analyses sont soumises, ils ratent certains éléments qui sont importants et qu'ils perdent peut-être du temps inutilement sur des faux positifs. Ok, je pense que c'est la question un peu, ouais, un peu dans le sens de celle de Léonard. On n'est même pas encore arrivé à l'utilisation de ça. Et justement, le Fred Lansing aussi vient de là. On a beaucoup de faux positifs qu'on traite à longueur de journée et on passe à côté parfois d'alertes qui sont critiques, sinon d'événements critiques. Je ne dirais pas d'alerte parce que peut-être qu'on n'a pas écrit de règles pour détecter un certain nombre de menaces. Et donc, la chasse aux menaces va nous permettre. Au sein d'un SOC, généralement, il y a des périodes où il y a beaucoup plus d'activités, où vraiment on a beaucoup plus d'alertes. Et parfois, il y a des périodes où il y a moins d'alertes. Et donc, généralement, quand c'est comme cela, il ne faudrait pas se dire que tout va bien, c'est qu'on a également d'alerte, mais il faudrait se dire que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on rate. C'est dans cette optique-là que on commence la chasse aux menaces. Donc, jusque-là, on ne parle même pas encore d'automatisation, on ne parle pas de soir, on ne parle vraiment pas de ça, mais on parle de détection avancée. Comme cela, si tu veux, on met de côté nos habitudes de détection, des alertes qui sont générées à longueur de journée, qui sont les mêmes alertes qu'on veut voir euh, tout le temps. Et maintenant, on se dit qu'on va dans la détection avancée. Pour parler de détection avancée, il faudrait qu'on connaisse les différentes attaques avancées aussi. Tu vois. Donc, c'est dans cette optique-là, maintenant qu'on utilise le Mitre Navigator avec la suite des outils qui sont utilisés pour faire la détection. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ici, on parle pas d'automatisation, on parle pas de, c'est, c'est vraiment de la détection qui est faite de façon ponctuelle. Mais à la fin, on a un rapport qui va nous permettre maintenant d'affûter nos règles de détection. Et maintenant, en fonction de ça, on pourra, si tu veux, automatiser certaines choses pour faciliter la tâche de l'analyse. Mais tout ce travail-là, c'est vraiment fait en amont, quoi. Et ça mérite d'être fait. Je sais pas si C'est ça va. très clair. Merci beaucoup. Merci. Je pense que on va passer à la suite.
Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. La prochaine étape va consister, donc, si je, va consister à émettre des hypothèses. Là, c'est quelque chose de très important. Donc, déjà, comme je l'ai dit, pour récapituler, on fait la cartographie de l'attaquant. Après, on peut identifier les données dont nous avons besoin. Et tout ceci, il faudrait maintenant qu'on mette ça en application pour la recherche de menaces au sein de notre SI. Pour la recherche de menaces, on a besoin d'hypothèses. Donc déjà, l'hypothèse, c'est quoi? C'est une supposition ou une explication proposée qui est fondée sur les preuves limitées, servant de point de départ à des investigations plus approfondies. Cette définition est très importante parce que plus une hypothèse est bien, mieux l'analyse est orientée, elle est pertinente. Et donc, qu'est-ce qui caractérise une hypothèse? C'est qu'elle doit être précise. Précise, c'est-à-dire suffisamment ciblée, orienter la recherche. Donc, sur quelles données, comme je l'ai dit, comme on l'a vu avec le Mitre Navigator, sur quelles données est-ce qu'on va faire la recherche et sur quelle période. C'est très important. Ensuite, une hypothèse doit pouvoir être étayée par des preuves. Donc, elle doit être fondée. C'est pourquoi c'est important justement de faire les étapes du Mitre Navigateur. Elle doit être fondée déjà sur les techniques, les tactiques et des procédures connues, sinon qui s'en rapprochent, et sur le comportement des adversaires aussi, sur nos propres investigations, qu'il y a eu déjà des incidents en interne. Aussi, elle doit être refutable, donc testable. On doit pouvoir identifier ce qui confirme l'hypothèse et ce qui l'infirme. Je vous prends l'exemple suivant. Un acteur malveillant utiliserait une furtivité extrême pour opérer de manière indiscernable d'une utilisation légitime. Bon. Je sais pas, je pose une question. Selon vous, pourquoi est-ce que cette, euh, cette hypothèse-là est non réfutable et qu'il faut l'éviter? Quelqu'un a une idée ou pas? Bon, je dirais déjà même c'est à cause du mot furtivité extrême. Quand on regarde plus haut, une des caractéristiques d'une hypothèse dit qu'elle doit être étayée par des preuves et fondée sur des techniques, des tactiques et des procédures. Et des procédures. Et donc, quand on parle de furtivité extrême, c'est fou, c'est fou parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas caractériser la technique qui est utilisée par l'attaquant pour mener une action de sorte à ce qu'elle ne soit pas détectable. À partir de là, vu qu'on ne peut pas caractériser un comportement qui ne peut être caractérisé, il ne saurait être décrit. Donc, à partir du moment où il ne saurait être décrit, on ne peut pas l'identifier. Donc, comme on ne peut pas l'identifier non plus, on ne peut pas dire est-ce que cette activité est légitime ou non. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une hypothèse qui est vraiment précise, qui, qui répond à ces critères. Aussi, il faut reconnaître que l'émission d'hypothèse n'est pas chose aisée, n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de biais qui s'introduisent lorsqu'on émet des hypothèses. À ce titre, on pourrait aussi se servir des LLM qui vont nous permettre déjà de générer certaines hypothèses à partir de renseignements sur les menaces, proposer aussi des sources de données qui sont nécessaires et puis identifier les différentes techniques pratiques qui sont associées à ces hypothèses. On verra en détail c'est quoi. Donc, on va passer maintenant de l'hypothèse large à une hypothèse énoncée et peu plus précise et plus affinée. Donc, le cas d'usage qu'on prend, c'est la planification d'une tâche. On parle de persistance. Un attaquant qui cherche à maintenir un accès sur une période donnée au sein de notre système. La version 1, qui est trop large, sera l'hypothèse si une tâche est planifiée, un attaquant cherche à établir une présence persistante. Donc ça, c'est la première hypothèse. Si une tâche est planifiée, un attaquant cherche à établir une présence persistante. La limite, c'est que euh, cette hypothèse englobe aussi la planification légitime par un administrateur système. Donc, on est exposé à de nombreux faux positifs. Dans la recherche, ça va agrandir un peu trop notre temps de recherche
ce qui va nous détourner, pourrait nous détourner potentiellement des vraies menaces. Une version affinée serait de dire que si une tâche est planifiée par un utilisateur qui n'est pas administrateur, alors un attaquant cherche à établir une persistance. Donc, on exclut les actions légitimes. Mais toujours est-il que cette hypothèse est aussi refutable. Parce qu'on peut se dire que on peut utiliser un compte administrateur pour faire une tâche planifiée, mais qui n'est pas légitime. Mais elle est non susceptible d'être fausse. Et puis, bien qu'elle reste imparfaite, elle ne couvre pas les tâches malveillantes, comme je viens de le dire, là, qui est créée par un admin. Donc, c'est une faiblesse qu'on assume à ce stade. Donc, généralement, dans la chasse aux menaces, on est exposé à plusieurs biais. Déjà, le biais de visibilité. C'est quoi? C'est que l'organisation ne détecte qu'une partie des activités adverses et se focalise. C'est un peu comme la question de Denis a posée, et se focalise sur les adversaires connus au détriment des campagnes nouvelles. C'est pourquoi c'est très important de faire le choix, sinon de bien choisir les différents attaquants, mais on verra un peu plus bas comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Ensuite, on a le biais de la victime. Donc, généralement, quand une entreprise elle est attaquée, elle communique très peu sur les éléments, sont aussi les indicateurs de compromission qu'elle a eu. Et donc, quand on fait aussi le renseignement, on va se focaliser sur ce faible nombre de données qui nous est mis à disposition. On a aussi le biais de donc, un nouveau groupe capte davantage de couverture médiatique au risque et au détriment des ressources de campagne récurrentes déjà connues. Donc, c'est connu, hein, quand il y a un nouveau groupe, on en parle, on en parle, mais souvent, on oublie aussi qu'il y a déjà des qui sont, qui sont déjà là et qui mènent de façon régulière des cyberattaques. Entre d'autres biais, il y a aussi le biais de disponibilité, parce qu'on s'appuie uniquement sur les, les données qui sont déjà collectées et puis on ignore aussi le reste. Pourtant, si on n'a pas une bonne visibilité sur notre environnement, on passera à côté de certaines menaces. On a aussi le biais des sélections, parce qu'on va se concentrer sur les techniques que l'on maîtrise bien plutôt que sur les personnes. Généralement, quand on est dans une sorte qu'on a pas mal d'expérience, on a tendance, et qu'on a vu pas mal de cas d'attaque, on a tendance à, quand on voit une nouvelle menace, sinon une nouvelle attaque, à se référer aux éléments qu'on a vus dans le passé. On se dit, par exemple, que si, au cours de notre expérience, on a vu une entreprise qui s'est fait attaquer par un malware, ça a commencé par un loader, qui ensuite a téléchargé d'autres malwares qui se sont rebondis sur notre SI, ainsi de suite, pour arriver à leur fin. Quand on va retrouver, sur les premiers éléments, on va automatiquement penser que c'est la même technique qui est utilisée par cette nouvelle, parce que le nouveau groupe d'attaquants, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, aussi, il y a le biais d'ancrage, parce que généralement, quand on va sur des forums, on va se renseigner, on récupère des IEC, et donc on essaie de systématiquement rechercher les IEC qu'on a eu dans notre environnement, enfin, qu'on a eu dans notre recherche. On essaie de les retrouver dans notre environnement. Pour atténuer les biais, les éléments qu'il faut, c'est que déjà, il faut documenter le raisonnement qui a mené à chaque hypothèse. C'est important parce que documenter, ça permet déjà de relire et puis de voir aussi les failles qui pourraient être dans notre hypothèse. Aussi, il faut consigner les comportements éclatés pour les réévaluer plus tard. Donc, bien entendu, quand on émet les hypothèses, les quatre certains éléments. Donc après, il faut les consigner et puis les réévaluer pour voir ce qu'il ne faut pas adapter les nouvelles hypothèses. Il faut aussi collaborer avec les équipes pour confronter les points de vue. Confronter les points de vue va permettre d'avoir différents chemins afin de mieux orienter notre recherche. Et puis, il faut aussi réexaminer régulièrement les hypothèses par rapport aux nouvelles données que nous avons. Donc, le biais, c'est vraiment la plus grande menace pour une hypothèse. Pas seulement les biais sur les sources de renseignement, mais aussi sur que l'analyse introduit, même comme je l'ai expliqué. Alors, un des éléments importants, je pense que aussi ça va répondre à la question de l'année, c'est le comportement invariant.
Ça veut dire, je dois me rendre à une soirée, que je me rends dans la soirée en voiture. Donc, en voiture personnelle, en transport en commun, en vélo. De toutes les façons, peu importe le moyen de déplacement, de toutes les façons, on va tous se présenter à l'entrée et on va présenter une invitation. Donc, on s'en fout pas qu'on s'en fout, mais peu importe les différents chemins, on a un comportement qui est invariant. Et donc, c'est sur ce comportement invariant que la détection doit vraiment s'axer. Si je prends l'exemple de l'injection des processus, il y a de nombreuses implémentations qui existent, mais elles partagent tous des limiteurs qui sont communs et qui sont dictés par la conception même de l'environnement et qui servent donc de base fiable à la détection. Rapidement, dans les hypothèses, il faut chercher vraiment un équilibre permanent. Donc, la première chose pour raffiner les hypothèses, c'est le comportement principal. Donc, comment est-ce que la technique est invoquée par l'adversaire? Donc, comme je l'ai dit, il y a vraiment le comportement invariant qui est aussi lié au comportement principal. C'est comment est-ce que la technique est invoquée par l'adversaire? Aussi, il faut savoir quelles sont les réponses du système qui sont déclenchées. C'est important parce que ça va permettre d'affiner nos règles de détection et puis de créer de nouvelles. C'est important de savoir quand il y a un comportement qui est observé sur notre environnement, comment est-ce que le système, lui, il réagit suite à les comportements invariants que j'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, il y a les perspectives. Donc, comment un administrateur, un développeur ou un utilisateur lambda interagissent-ils de façon différente. Alors, ensuite, donc, on passe d'une hypothèse à une analyse abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je prends cet exemple-là. Si une tâche est planifiée à distance ou localement avec des privilèges utilisateurs inhabituels et des réponses système qui ne sont pas typiques, un adversaire tente probablement d'obtenir une élévation de privilèges. Donc, ça, c'est l'hypothèse. Donc, il faut la traduire en besoin analytique. Donc, là, maintenant, on va mettre des conditions. Donc, si planification, tâche égale active, niveau des privilèges élevé et réponse système égale à anomalie, alors intention inverse probable. C'est un peu comme ce qu'on fait dans la programmation. Donc, on a le besoin, on se dit que on veut résoudre un problème, on veut faire une multiplication par 10, enfin de deux fois, enfin, de la table de multiplication de 3. Donc, il y a le problème initial, après on le traduit en algorithme, puis on le traduit en langage de programmation. Donc, c'est un peu la même chose. Là, on parle de l'hypothèse, on traduit en algorithme, et qui sera par la suite traduit en requête en fonction du langage qui est utilisé au sein de nos outils de sécurité. On va passer au dernier là, pour vous mettre un peu plus dans le contexte, c'est qu'on a l'équipe SOC de notre entreprise minière qui reçoit régulièrement des renseignements sur, sur les menaces. Donc, et ils ont reçu un renseignement qui indique qu'il y a plusieurs groupes qui utilisent des campagnes de phishing. Et Microsoft 365. Microsoft, parce que bon, c'est généralement dans les entreprises, on utilise tous Microsoft afin de voler. Donc, ils ont plus une grande cible afin de voler des identifiants. Bien entendu, on a une alerte qui a été générée par le CRM. Donc, les responsables demandent à l'analyste de vérifier si une campagne similaire a touché l'entreprise au cours des dernières 24 heures. Votre mission va consister à rechercher toute activité pouvant révéler une compromission. Pour ce faire, on a mis un honeypot que je lance la ville, qui nous a permis en fait de pouvoir avoir une interface que les attaquants pourront utiliser pour mener leurs différentes attaques. Et par derrière, on a recueilli les informations liées à enfin, toutes les techniques qui ont été utilisées
pour nous attaquer. Donc, c'est ces données-là que nous allons analyser. Donc, je reviens donc ici. Sur ma machine un peu loin. Je viens. Donc, ok. Donc, pour le contexte, je ne sais pas si comme vous ne l'avez pas, je vais le relire. Je suppose qu'il y a l'équipe SOC qui reçoit régulièrement des renseignements. Et ils ont, dans les renseignements qu'ils ont obtenus, ils se sont rendus compte il y a des groupes d'attaquants qui utilisent des campagnes de phishing pour voler des identifiants de certains utilisateurs. Donc, on nous demande on nous demande d'investiguer là-dessus. Donc, déjà, on a défini la période, puisqu'on a le contexte, tout ça. Et donc, on a émis aussi une hypothèse. Et donc, on va maintenant chercher à rentrer dans l'investigation. Donc, la première chose, vu qu'on parle de Microsoft, on se dit qu'il y a des informations qui ont été volées par les cyberattaquants. S'ils ont été volés, c'est sûrement via le web, via la messagerie, etc. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer sur les événements. Pardon. On a déjà le filtre. Donc, sur les événements, que ce soit HTTP, HTTPS, que ce soit SMTP, donc pour la messagerie. Donc, j'enlève un petit. Donc, le premier filtre nous donne des événements. Donc, il y a certains programmes qui sont déjà là, 26 from, email, tout, la source, l'idée, la méthode. On a le hostname, on a, voilà, on a tous ces événements-là. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de les interpréter. Une des premières choses, c'est que ce qui est dit, je reprends encore l'hypothèse, c'est qu'il y a potentiellement des cyberattaquants qui ont volé certaines données et il n'y a pas d'alerte qui a été générée. Donc, nous, dans notre environnement, on sait plus ou moins que on opère en Afrique principalement, donc en Côte d'Ivoire et puis dans les pays environnants. Et donc, s'il y a des connexions qui se font, c'est par rapport aux pays dans lesquels nous opérons et pas ailleurs. Donc, dans notre analyse, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a une connexion. On a la géolocalisation de la connexion. Donc, on constate qu'il y a une connexion depuis l'Iran, sachant pertinemment que généralement sur notre infrastructure, il n'y a pas de connexion depuis cette source. Donc, c'est un premier élément qui nous alerte. Dans les détails, donc, on voit l'IP source, on voit la géolocalisation qui est ici, qui est dans le pays de connexion, qui est l'Iran. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rechercher les identifiants de connexion qui sont associés à ces éléments-là. Et donc, on va filtrer
sur ça. On va ajouter ça pour le filtre. Donc, on voit ici une requête post. On va essayer de voir le contenu. Ici, on est là. On va encore chercher. Ce qu'on va faire, c'est que on va filtrer sur tout ce qui est requête post. Ok. Donc, on filtre sur tout ce qui est requête post. On stats. Il y a ce contenu-là. Et quand on analyse, attendez que j'agrandisse un peu plus. Et quand on analyse, on a certains éléments clés qui ressortent. Le premier élément, c'est OneDrive, Access, Office. Donc, dans l'hypothèse précédente, on parlait de potentiel phishing via les éléments d'Office 365. Donc, déjà, ça attire notre attention. Mais il n'y a pas que ça. On va maintenant rechercher s'il n'y a pas des identifiants qui sont envoyés. Et donc, je scroll un peu vers la droite. On regarde aussi dans l'URL, on voit un utilisateur qui est Mike. Ici, dans l'URL, avec aussi password. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'un mot de passe valide pour l'utilisateur Mike? Et puis, si oui, c'est comment est-ce que l'attaquant a obtenu ces mots de passe-là? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher l'IP de l'attaquant. Je retire mon filtre. Ok. C'est la 5. Comme on cherche à retrouver comment est-ce que l'attaquant a obtenu cette IP, donc on va filtrer là-dessus. Enfin, ces informations de connexion, on filtre là-dessus. Voilà. C'est login. Ce qu'on va faire, c'est que on va aussi filtrer sur l'IP de Mike, vu que ces informations de connexion ont été compromises. On va se dire, bon, on va essayer d'analyser lui aussi le trafic qu'il a eu durant cette période-là. Donc, en interne, c'est notre environnement. Donc, on connaît, par rapport à nos besoins, on a fixé les IP par l'utilisateur.
Et donc, on connaît l'IP de Mike. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer par rapport à ça. Donc, j'ajoute l'IP de Mike qui est 192. Et je recherche. Filtre prend du temps. Patiente un peu. Et donc ici, on a beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations. Donc, on va filtrer aussi les informations que nous avons sur les méthodes. Par exemple, ici, c'est du trafic réseau. On va exclure. OK. Après avoir exclu le trafic réseau, on obtient ces éléments-là. Donc, dans ces éléments-là, on remarque qu'il y a un site que Mike visitait. Comme je l'ai dit, par exemple, sur cette ligne-là, la deuxième, on va droit et venir au document. Donc, on va essayer de pouvoir le contenu. Donc, quand on devrait pouvoir le contenu, on se rend compte qu'il visitait ce site-là. Ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est de filtrer sur les types de requêtes qui sont envoyées. Donc, on va exclure la requête get. Donc, voilà, on voit des requêtes post sur le site en question avec l'IP provenant de l'IP de Mike. Quand on déroule, on voit tous ces éléments-là. Et donc, ici, on a sans aucun doute la preuve qu'il y a Mike qui a consulté le site nommé www.aaa.la, ainsi de suite. Et sur ce site-là, qui a essayé de se connecter. Alors, étant donné que c'est un lab fictif, une autre des recherches aurait consisté, par exemple, à consulter ce site-là. Et la consultation de ce site-là allait nous donner une vue sur déjà l'interface de connexion. Donc, je fais une généralité à ce niveau pour dire que pour ce genre de campagne, de façon générale, c'est que les cyberattaquants vont essayer d'imiter le portail de l'entreprise. Quand je dis le portail, ça peut être le site web de connexion. Si par exemple, une entreprise qui a un site web, pardon, sur lequel, enfin, je veux dire qu'il y a un portail de connexion Office 365. Et donc, il y a des entreprises, il y a des cyberattaquants qui peuvent imiter ce portail de connexion Office-là pour faire croire aux employés de l'entreprise qu'ils se connectent à ce portail-là. Et donc, quand ils vont se connecter, ils vont se connecter pensant qu'ils sont en train de se connecter au portail de leur entreprise, alors que ce n'est pas le portail de cette entreprise. Donc, généralement, c'est une technique qui est très connue et qui est utilisée par les cyberattaquants pour pouvoir recueillir les données des entreprises. Et donc, par rapport à l'hypothèse de base selon laquelle il y a des cyberattaquants qui vont utiliser des campagnes de phishing pour obtenir les informations d'employés de notre entreprise.
on va dire que l'hypothèse est vérifiée dans la mesure où déjà on va identifier une connexion distance à partir d'une localisation qui n'est pas parmi les localisations que nous connaissons. Aussi, on s'est rendu compte qu'il y a un des utilisateurs qui s'est connecté, donc qui envoie ces informations de connecté à un site malicieux qui n'est pas le nôtre, mais qui imite très fortement notre portail de connexion en interne. Et ces informations, il les a transmises, ce qui a été utilisé au départ pour se connecter à notre environnement depuis une localisation qui est. Donc, en gros, voici un peu la conclusion qu'on pourrait tirer et l'avantage qu'on pourrait aussi tirer de la chasse aux menaces. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si au préalable, on n'avait pas défini, et il y a des éléments aussi qui sont importants à dire, c'est que on pourrait, par exemple, dans notre environnement, se dire que on va filtrer tout ce qui est dans les règles de détection, on va filtrer sur tout ce qui est connexion distance, tout ce qui est connexion qui vient de l'extérieur. Mais ça, c'est pas forcément applicable à tous les environnements, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent avec plusieurs personnes dans le monde. Et donc, ces genres de choses-là peuvent arriver très souvent. Donc, il y a des règles par rapport à l'environnement qui peuvent pas être écrites. Pour cela, c'est un peu tout. Donc, pour l'utilisation, donc, pour la mise en place de ce lab-là, il y a plusieurs éléments qui peuvent être faits. Sinon, même dans la recherche aux menaces, il y a plusieurs éléments qui peuvent être faits. On a l'hypothèse qui peut être générée. Ensuite, si, par exemple, on n'est pas très familier au langage de requête qui est utilisé par notre système, on peut utiliser aussi, encore une fois, les LLM qui vont nous permettre de générer certaines requêtes et qu'on va exécuter et puis analyser les résultats. Donc, enfin, on peut tirer parti de plusieurs ressources analytiques. Donc, il en existe plusieurs. Il y en a qui sont un peu plus connus, d'autres non. Sinon, il y a le cas qui est Cyber Analytic Repository, qui est un référentiel d'analyse de détection qui est aligné sur MitraTac et qui peut être utilisable et puis adapté pour la recherche aux menaces en fonction des types de données que nous avons à disposition. Il y a aussi les règles Sigma qui sont généralement implémentées aussi sur les sites. Et puis, il y a aussi des règles de détection prêtes à l'emploi de, de Splunk. Donc, pour finir, on va dire que une chasse aux menaces réussie commence d'abord par une hypothèse très solide. Donc, il est important de suivre le référentiel que j'ai présenté, qui est celui de MIP, qui suit un cycle en V qui est déterminé en 6 étapes. Donc, je pense que voici un peu présenté de façon succincte les différentes méthodes, puis les différentes étapes pour détecter une cyberattaque avant qu'elle ne sévisse. Donc, merci à vous pour votre écoute et puis je suis ouvert aux questions. Ok, Connie, merci à toi. Merci pour cette belle présentation. Donc, pour ceux qui ont des questions pour cette deuxième partie, est-ce que vous pouvez lever la main et puis poser votre question? Ok, dans le chat, on a mis également un lien pour pouvoir faire l'évaluation, en fait. Donc, il y a un lien qui a été mis pour évaluer également la présentation. Je ne sais pas, il y a des questions, je ne sais pas, tout est clair. Ok, apparemment, on dirait que c'est clair. Hein. Apparemment. Non, merci à toi, Connie, pour la présentation. On va te laisser le dernier mot pour conclure. En plus, je dirais que c'était un plaisir déjà de partager cette expérience de chasse aux menaces avec vous. Donc, en tout cas, merci. Et puis, je suis aussi ouvert si éventuellement il y a d'autres présentations, il y a d'autres thèmes que vous voulez aborder concernant la cybersécurité. Ok. Donc, merci à toi et puis on sera à la prochaine.
D'accord, ok. Passez une bonne journée.